Bonjour à toutes et tous et bonjour à nos intervenants. Bienvenue à ce webinaire 1 heure pour comprendre et agir proposé par l'Agence régionale de la biodiversité, de l'environnement et de ses partenaires. Afin de laisser le temps à toutes les personnes inscrites de se connecter, je vous propose peut-être de prendre un petit temps pour vous présenter ou représenter l'agence et également pour vous indiquer quelques consignes et informations utiles pour ce webinaire. Donc, pour commencer, quelques mots de présentation de l'agence. Donc, nous sommes un établissement public de coopération environnementale, donc depuis 2023, dont la gouvernance repose sur un conseil d'administration qui est composé de 25 administrateurs issus de 19 structures différentes, répartis en 10 membres financeurs et 9 membres associés. Donc la mission de l'agence, en fait, est de mobiliser et d'accompagner les porteurs de projets et également les territoires dans la transition écologique et la préservation de la biodiversité, selon 4 grands axes d'intervention. Donc notamment l'accompagnement des projets et des démarches territoriales. Également, la mise en valeur des connaissances en matière de biodiversité, d'eau et de transition écologique. Également, la diffusion des bonnes pratiques liées aux enjeux de la biodiversité, de l'eau et transition écologique. Et pour finir, l'axe d'animation de réseaux professionnels et aussi le développement de projets européens et internationaux. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions, sur nos missions, je vous invite à consulter sur notre site internet notre plaquette de présentation et nos rapports d'activité voilà, qui sont en ligne. Enfin, donc, si vous souhaitez en savoir plus sur nos actualités, connaître nos prochains événements, n'hésitez pas à vous abonner à notre lettre d'information mensuelle et également à vous abonner à nos comptes réseaux sociaux. Donc, petit rappel donc maintenant avant de commencer notre webinaire, donc quelques informations pour le bon fonctionnement. Donc, je vous rappelle que tous vos micros sont coupés. Néanmoins, si vous souhaitez poser des questions à nos intervenants, donc vous pouvez les poser dans le chat. Ensuite, l'ensemble de vos questions donc, sera synthétisé et posé à nos intervenants en fin de webinaire. Et sachez également donc, que le replay et le support de présentation seront disponibles prochainement sur notre site internet. Donc aujourd'hui, nous vous présentons en fait 2 temps forts pour vous mobiliser en région sud autour de la préservation de la biodiversité et des milieux. Donc la Journée mondiale des zones humides qui, en 2026, mettra à l'honneur 40 ans de politique Ramsar en France. Et également, donc deuxième événement, la fête de la nature qui soufflera ses 20 bougies l'année prochaine. Donc pour cela, nous avons invité 5 intervenants que je remercie voilà, pour leur contribution à ce webinaire. Et je remercie également ma collègue Samantha Kalisov, donc, qui m'accompagnera en support technique et qui animera le temps de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc voilà, donc pour commencer, je vais donner la parole à Denis Berlemont, donc, de l'association Ramsar France, et à Nathalie Choquier, donc, de la Tour du Valat, pour nous présenter la Journée mondiale des zones humides. Bonjour à tous. On m'a demandé de faire rapide, donc je vais faire rapide. N'hésitez pas à reposer des questions sur tout ce que vous aurez pas compris ou s'il y a besoin de précision après coup. Donc la journée mondiale des zones humides, j'imagine qu'un certain nombre des personnes qui participent savent déjà ce que c'est, y participent déjà. On ne peut pas parler de la journée mondiale des zones humides sans parler de la convention sur les zones humides, la convention de Ramsar. C'est les deux noms sous laquelle ce texte est connu. Convention qui a été signée le 2 février 1971 à Ramsar en Iran.
Petite parenthèse, Ramsar est donc le nom d'une ville, donc il faut pas l'écrire en lettres capitales, au risque de chercher à quoi correspond un acronyme qui n'existe pas. C'est le seul traité international qui porte sur un écosystème particulier, les zones humides, enfin un type d'écosystème particulier, les zones humides. Convention qui, à la date de la dernière COP qui a eu lieu cet été, compte 172 pays signataires qui ont désigné plus de 2500 sites Ramsar ou zone humide d'importance internationale, qui est le nom officiel, et qui compte aussi depuis quelques années 74 villes Ramsar ou villes des zones humides accréditées par la Convention de Ramsar. En France, ce texte est en application a été ratifié en 1986 avec la désignation du premier site Ramsar français, la Camargue. Donc ça tombe bien, c'est chez vous. Mm. Et donc depuis 1986, 55 sites ont été désignés en France, donc pour une surface qui représente un petit peu moins de 4 millions d'hectares. Et donc depuis 2018 qu'existent les villes Ramsar. Donc 9 villes ont été labellisées en 3 vagues en France, dont la ville de Arles. Je vais y revenir juste après. Et dernière spécificité qui concerne Ramsar en France, l'existence de l'association Ramsar France, qui est une structure unique au monde, jusqu'à preuve du contraire. Donc association qui a été créée par les gestionnaires de ces espaces pour les aider et les mettre en réseau et les aider à travailler en commun. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a 3 sites Ramsar qui ont été désignés jusqu'à présent. La Camargue, j'en ai déjà parlé. Les Salindières, donc à Toulon, enfin ailleurs même d'ailleurs, et les étangs de Villepée, donc à côté de Fréjus, dont il me semble que Marine Texier, qui parlera tout à l'heure, est issue. Euh, Donc, la Journée mondiale des Odmites, qu'est-ce que c'est? C'est un événement qui a été créé par le secrétariat de la Convention de Ramsar, qui est un peu l'organe de gouvernance de cette convention, qui commémore la signature de la convention le 2 février, donc je disais 1971, donc ça fait bientôt, ça fait 55 ans, ça fera 55 ans l'année prochaine, et donc c'est le 2 février, donc ça tombe au milieu de l'hiver ici, mais ça tombe au milieu de l'été dans l'hémisphère sud, comme c'est un Mm. texte mondial, ça n'a pas été jugé très gênant. La première édition a été organisée en 1997. Ça a été reconnu comme une journée internationale de l'ONU, au même titre que la journée mondiale de l'eau, la journée mondiale des oiseaux migrateurs et d'autres, en 2021, adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU. Et il y a un thème annuel qui est choisi par les parties contractantes de la Convention, qui est fixé, mais facultatif, j'insiste bien là-dessus. Il y a un thème, si vous organisez des choses qui correspondent à ce thème, c'est très bien. Si c'est pas dans le thème, c'est pas grave. Les objectifs de cette journée mondiale des zones humides, c'est de renforcer la sensibilisation du public à l'importance des zones humides partout dans le monde et à susciter la prise de conscience et l'appréciation pour l'action en faveur de ces zones humides. Donc voilà, donc quelques photos pour illustrer un peu la diversité d'événements qu'on peut rencontrer pendant la Journée mondiale des zones humides en France. Comme vous voyez, ça peut se passer en intérieur, en extérieur et concerner tout un tas de publics différents, j'y reviendrai. Et donc voilà, donc en France, il y a une organisation particulière qui s'est mise en place autour de la Journée mondiale des zones humides, avec une coordination nationale donc, qui est composée de Ramsar France, l'Office français de la biodiversité, les 5 pôles relais zones humides, l'ALPO France, le réseau FREN, donc l'ancien réseau École et Nature, et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Le rôle de cette coordination est de mobiliser tous les réseaux d'acteurs sur le territoire français, donc de mettre à disposition une plateforme de recensement des animations, qui est la plateforme J'agis pour la nature de la Fondation pour la Nature et l'Homme, d'adapter et de mettre à disposition le matériel qui est créé au niveau mondial. J'aurai l'occasion de reparler un peu après. On peut voir un aperçu derrière moi, là, c'est le visuel pour l'année 2026. Et donc cette coordination nationale est pilotée par Ramsar France depuis l'édition 2017 de la Journée mondiale des zones humides, donc bientôt 10 ans.
Autour de cette coordination nationale, il y a une soixantaine de partenaires nationaux, donc pour mobiliser tous les types d'acteurs, éducation, l'environnement, gestionnaire d'espace, collectivité, éducation nationale, entreprise. Enfin, vraiment, l'idée est de mobiliser absolument tout le monde autour des zones humides pendant la Journée mondiale des zones humides. Et ces partenaires donc participent à mobiliser tous ces acteurs, renforcer la visibilité de l'événement dans leur réseau et apportent une variété des publics et des activités encore plus grandes euh, pendant l'opération. Une petite spécificité en France, comme je l'ai dit, ça tombe le 2 février, ça tombe au milieu de l'hiver, c'est pas forcément le meilleur moment. Donc une décision a été prise assez rapidement en fait d'étendre cette journée mondiale à l'ensemble du mois de février. Donc on peut parler du mois des zones humides. Sur une période qui démarre en général donc le samedi qui précède le 2 février, qui termine à la fin du mois. Et donc on peut voir là sur le petit graphe donc l'évolution du nombre d'animations qui ont été recensées en France pendant la Journée mondiale des zones humides, sous l'effet donc de la coordination nationale qui s'est mise en place donc en 2010. Et donc 15 ans plus tard, on peut voir qu'on a multiplié par 5 le nombre d'événements en France. Et parce que ça fait plaisir de s'envoyer une fleur une fois de temps en temps, la France est championne du monde et de très loin de la Journée mondiale des zones humides, avec l'année dernière 1082 animations qui ont été recensées, pour 144 en Espagne et 126 en Italie, qui était le podium de l'année dernière. Ah. Dans le détail, donc en 2025, donc les 1082 animations, pour vous donner un peu une idée de où sont organisées ces animations. Il y a encore quelques trous dans la raquette sur certains territoires, mais on voit que le territoire national est assez largement couvert, y compris dans les Outre-mer. Et on peut voir aussi qu'il y a une mobilisation assez forte qui est visible sur la région PACA. Je ne sais pas d'ailleurs si on dit encore région PACA. Je suis désolé si s'il faut changer l'appellation. Et donc voilà, pour vous donner une idée donc de ce que ça donne, dans votre région. Donc l'année dernière, il y a 84 animations qui avaient été recensées et 2442 participants, essentiellement dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Et donc, pour vous donner un peu une idée de l'évolution au fil du temps, donc depuis qu'on a des chiffres sur la région par rapport à ce qui a été enregistré en France. Donc, on voit une légère progression du nombre d'animations. euh, et donc, on se dit qu'il y a sûrement un peu de marge de manœuvre, notamment en mobilisant les départements, euh, les départements en montagne de la région. Quel type d'événements peuvent être proposés dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides? Alors ça, c'est très facile. Il n'y a que deux critères à respecter. Parler des zones humides dans le cadre d'une conférence, une sortie nature, une exposition, une projection de film, un débat. On a même eu des dégustations de produits issus des zones humides. Donc, tout, tout est bon à partir du moment où ça permet de parler en bien des zones humides. Et il faut que ça ait lieu pendant la période désignée, donc j'en parlais tout à l'heure, donc grosso modo sur le mois de février, avec une certaine tolérance sur les animations qui seraient organisées juste avant ou juste après. Ça donne l'occasion d'une grande variété d'animations. Alors, c'est en majorité des sorties nature, malgré le fait que ça tombe en hiver. Les deux tiers des animations recensées sont des sorties nature. Et on compte aussi des ateliers, des conférences, des chantiers, des expositions, des projections de films, tout un tas d'activités culturelles diverses et variées, et quelques événements en ligne. C'est une catégorie qui a été créée au moment de l'édition 2021 qui était sous confinement ou avec des limitations des tailles de groupe qui pouvaient sortir et qui est resté parce que il y a un certain nombre de webinaires, notamment de concours et autres événements comme ça qui rentraient pas dans les autres catégories qui correspondent bien à cette catégorie-là, mais ça, enfin voilà, c'est 1% de ce qui a eu lieu l'année dernière.
Et à quel public ça s'adresse? Donc, l'objectif de la Journée mondiale des Humides, je le disais tout à l'heure, c'est la sensibilisation de tous les publics. Et donc, même si en France, c'est 95% des animations qui sont recensées s'adressent au grand public, tout ce qui Mhm. est session de formation d'un public professionnel, événements qui impliquent des élus, enfin, tout ça peut aussi rentrer dans ce pool d'événements qui sont organisés pour sensibiliser absolument tout le monde à l'importance des zones humides. Donc là, il faut vraiment que ça doit pas être un frein. Ça doit pas du tout être un frein sur les événements. Et donc, pour proposer une animation et qu'elle soit enregistrée, comment il faut faire? Donc, il faut aller sur la plateforme J'agis pour la nature. Donc, j'ai remis l'adresse du site internet. Si c'est pas déjà fait, créez un compte utilisateur et un compte pour votre structure. En pensant à bien le publier, parce que ça, c'est quelque chose qui peut retarder justement la visibilité des événements. C'est quand la structure est pas publiée, ça empêche de publier derrière de rendre visibles les animations. Si votre structure a déjà participé à la Journée mondiale des Humides, vérifiez que si le compte structure existe avant d'en recréer un. Ça évite les doublons. Et donc après, c'est un formulaire à remplir, comme vous en avez sûrement rempli déjà des centaines. En pensant à bien cocher événement GMZ, enfin Journée mondiale des Humides 2026. Évitez d'écrire le texte en lettres capitales, parce que personne aime se faire crier dessus par une fiche d'animation. Et avoir un titre le plus informatif possible en évitant de s'appeler juste Journée mondiale des humides, parce que tous les ans, on en a une petite centaine parmi lesquelles c'est difficile de faire le tri. J'ai oublié de mettre sur la diapo, donc je le dis à l'oral. Euh, c'est important aussi, sauf cas particulier, de cocher le type d'activité. Je découvre la biodiversité, qui va donner en fait accès au menu de cases à cocher pour sélectionner si c'est une exposition, une conférence, une sortie de nature ou autre, qui n'apparaît pas sinon sur la plateforme. Il y a un guide d'utilisation et de bonne rédaction qui a été édité par la FNH pour vous aider pour bien enregistrer vos animations et être sûr de ne pas oublier des informations importantes. Et pour tout le reste, affiches, matériel, euh, infographie, ressources, contacts, etc. Donc c'est le site zone-humide.org. C'est la journée mondiale des zones humides. Zone-humide.org, vous arrivez sur l'accueil, il y a un gros nénuphar, journée mondiale des zones humides, que vous ne pourrez pas rater, qui vous permet d'arriver au même endroit où vous trouverez toutes les ressources associées à la journée mondiale des zones humides. Donc, inscrire un événement, j'agis pour la nature, toutes les ressources, zone-humide.org. Et à prévoir aussi une participation à l'enquête qui est menée après les animations en fait pour évaluer en fait la participation partout en France. Donc ce qui permet d'évaluer que l'année dernière, par exemple, un peu plus de 33 000 personnes ont participé à la Journée mondiale des Inuits partout en France. Et plus précisément sur la Journée mondiale des Inuits 2026. La thématique de l'année, donc je le rappelle, qui est facultative, mais bon, c'est important quand même. Zone humide et savoir traditionnel, célébrer le patrimoine culturel. Donc l'idée de ce thème au niveau mondial, en fait, c'est de valoriser les savoir-faire des populations des zones humides pour aboutir à la bonne gestion de ces espaces et à valoriser le patrimoine qui en découle. Euh, donc voilà, enfin voilà, souligner l'importance de l'implication de la population dans la bonne gestion des espaces humides. La période donc officielle en France, ce sera donc du samedi 31 janvier au dimanche 1er mars, avec un lancement national qui est organisé chaque année par la coordination nationale en Petite Camargue, donc Camargue gardoise, le vendredi 30 janvier. Et j'ai rajouté une petite ligne importance des week-ends. En fait, quand on regarde à quel moment ont lieu les animations le plus, c'est sur les week-ends et les mercredis tout au long du mois de février.
En 2026, quelques nouveautés. Donc l'affiche, voilà, le visuel derrière moi est un reflet de cette affiche, donc qui va être mise à disposition très rapidement parce que le mailing est prêt, quasi prêt à partir. Donc si vous avez déjà participé à la Journée mondiale des Humides, vous allez recevoir ça dans la semaine. Sinon, zone-humide.org et la fresque des Humides, qui est un outil de sensibilisation qu'on a lancé l'année dernière au moment justement de la Journée mondiale des humides, qui a connu quelques retouches et donc qui va être remise à disposition dans sa version optimisée pour être utilisable dès le mois de février prochain. J'ai mis un point d'interrogation sur spectacle en plein air. J'ai un certain nombre de troupes de théâtre et autres circassiens qui ont des propositions justement de d'activités en plein air pour valoriser les zones humides par un biais un peu différent de la sortie nature, de la sortie guidée, etc. Qui est une approche assez intéressante, notamment pour intéresser des publics un peu différents qui viennent voir d'abord la performance artistique et plutôt que que la zone humide, mais c'est une manière de d'aller chercher des nouveaux publics. Et donc avec un point d'interrogation, ça dépendra de ma la capacité de la mienne et celle de mes partenaires de pouvoir organiser cette catégorie dans les temps, dans les ressources mises à disposition. Donc voilà, et donc j'ai mis pour toute question difficulté, donc contacter Nathalie Choquier qui participe, qui est au pôle relais Lagune Méditerranéenne, donc à la Tour du Valat, et qui en fait coordonne au niveau de la région, même de l'arc méditerranéen plus largement, mais du coup sur la région PACA, qui coordonne plus localement l'événement et donc qui est la personne ressource pour votre région et pour toute question à laquelle elle parviendrait pas à répondre. Il y a aussi mon contact pour la coordination nationale gmzh@ramsarfrance.fr. Et pour toute question technique par rapport à l'utilisation de la plateforme de FNH, donc c'est l'adresse contact, ils sont assez réactifs, contact@jagi-pour-la-nature.org. Il faut savoir également que FNH va organiser plusieurs webinaires de prise en main de la plateforme, dont les dates seront communiquées une fois qu'elles seront connues. Et je crois que c'est la fin de la présentation. Oui, merci beaucoup, Denis. Donc, pour illustrer tes propos et cette présentation très complète de la Journée mondiale des zones humides, nous avons proposé à Madame Guylaine Doré, qui est présidente de l'association Nostamar, de nous faire part de son expérience donc depuis de nombreuses années dans le cadre de ce bel événement. Voilà, donc je vous donne la parole, Madame Doré. Merci pour votre présentation. Merci beaucoup, merci de cet honneur. Nostamar est une toute petite association qui existe depuis 2012 et nous participons aux Journées mondiales des zones humides depuis 2014, en fait, grâce au pôle Relais Lagune. Je salue toute l'équipe qui nous suit depuis très longtemps parce que c'est eux qui nous ont fourni les supports, les films. On a participé à plein de choses avec eux. Alors, nous sommes sur le bord de l'étang de Berre qui, de par son nom, fait pas forcément lagune méditerranéenne, mais grâce au travail du pôle Relais Lagune et à notre association de valorisation du patrimoine à Rognac, nous essayons justement de réhabiliter et de restaurer le nom de l'étang de Berre en lagune méditerranéenne. Donc c'était pas forcément gagné. Notre petit marais fait 20 hectares. Il est coincé entre des citernes de la pétrochimie, une ancienne raffinerie qui a été démantelée depuis, une zone industrielle et une zone urbaine. Donc on a vraiment une espèce de petite oasis de nature, une petite zone humide qui appartient au Conservatoire du littoral, qui n'était pas utilisée. Alors, pour deux raisons, hein, la mauvaise réputation aussi de l'étang de Berre, le fait que les gens se sont détournés de leur étang à cause des pollutions. Et ensuite, le fait qu'il n'y avait pas du tout de gestionnaire et rien de lancé sur ce marais. Donc nous, notre association, elle est partie avec, on est des passionnés.
on n'a pas de salariés du tout. Donc on est juste des passionnés avec des compétences différentes et puis un grand amour de la nature. Je dirais la nature, c'est ma nature. Moi, je suis sophrologue et donc l'objectif, c'était de pouvoir ramener les gens au bord de leur étang, de les réconcilier avec ces milieux-là et surtout pour les bienfaits, pour la santé, etc. Et puis peut-être aussi de participer à l'aménagement de ce territoire qui était en devenir. Donc voilà, il y a eu le pire. Je crois qu'on peut venir, on peut aller sur le meilleur maintenant. Donc depuis 2014, on a créé des manifestations. Alors à petite échelle, hein, au départ, ça dure une journée. Voilà, c'est ça, ça dure une journée. On fait des balades naturalistes commentées, on a fait des expositions, on a fait des conférences. Donc voilà, un marais dans la ville, parce que forcément, on est vraiment très proche de la zone urbaine. C'est devenu maintenant aussi la balade du dimanche et la balade du mercredi. Et donc, il faut aussi sensibiliser, être présent sur le site parce que ce sont des sites sensibles. Il y a énormément de biodiversité et il ne faut pas non plus que le public vienne déranger toute cette faune, enfin, je veux dire, tous les habitants naturels de notre étang. Voilà, donc tout ça, c'est du travail, c'est de la présence et c'est de la sensibilisation. Alors, on a fait des activités qui sont tout le temps gratuites. On a essayé d'avoir toujours avec nous des étudiants, des écoles en local, des primaires, des scolaires, qui vont venir nous aider, qui participent aussi à toutes ces sorties. Et je crois que bon, je pense qu'aussi le fait d'être chapeauté par le pôle relais Lagune a beaucoup aidé parce que c'est un excellent support et ça a permis la communication puisque au départ on est parti sans rien, hein, sans argent, on fait pas de voilà, on cherche pas à récolter de l'argent dessus, mais plutôt à sensibiliser. Et depuis 2 ans, on propose aussi des balades en barque pour voir le marais autrement et pour donc réinvestir, on va dire, l'étang de Berre, qui est un lieu magnifique, et voir les marais côté eau. Et ça a énormément de succès. Donc du coup, ce qui est formidable, c'est que ça permet d'avoir du public qui va venir, qui n'est pas forcément qu'en local, qui va venir aussi de tout le département. Donc c'est une super expérience. Voilà ce que je peux dire si j'ai pas d'autres. Ouais, peut-être les difficultés qu'on va rencontrer, bah, c'est la météo, parce qu'on va le faire dehors. Ça nous est arrivé de le faire sous la neige. C'est rare, mais voilà. Parfois avec la pluie. Alors c'est pour ça que on essaie des fois d'avoir un local, mais c'était pas évident. Donc on a toujours réussi à faire des expositions en plein air ou des choses comme ça, malgré tout, et on a fait avec. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, d'autres questions, si j'étais trop rapide ou pas assez. C'était parfait. Merci beaucoup, Madame Doré. Je pense qu'il y aura sans doute des questions et Samantha vous les posera en fin de webinaire. Donc maintenant, je vous propose de passer à un autre événement. Donc, comme je le disais en préambule, la Fête de la Nature, donc qui l'année prochaine fêtera ses 20 ans. Et donc, pour vous présenter le cadre de cet événement, je propose à Tiffany Lajeski donc de nous présenter tous ces éléments pour le mode d'emploi pour l'année prochaine. Merci Marjorie. Bonjour à toutes et à tous. Donc Tiffany Lajeski, coordinatrice nationale de l'événement La Fête de la Nature. Donc en quelques mots, la Fête de la Nature, bon, j'imagine parmi vous, il y en a qui connaissent déjà très bien, Nostamar notamment. Donc en quelques mots, donc c'est un événement national dédié à la biodiversité, donc qui invite chacun et chacune à vivre une expérience au contact direct de la nature partout en France. Il a lieu chaque année la 4e semaine de mai. Donc cette année, ce sera du 20 au 25 mai 2026. Il a lieu dans une grande diversité de lieux, des forêts, des parcs, des jardins, des plages, des friches, enfin tous les milieux possibles. C'est un événement qui s'inscrit dans la stratégie nationale de la biodiversité 2030. Il est porté par un réseau très large d'acteurs
des collectivités, des associations, des gestionnaires d'espaces naturels, des établissements scolaires, des entreprises. Enfin, on a tout un tas d'acteurs qui organisent des événements dans ce cadre. Donc chaque année, ce sont des milliers d'animations gratuites qui sont proposées au public pour faire découvrir donc la nature là où elle se trouve. Et avec cet objectif donc d'offrir des moments de rencontre avec le vivant. Tu peux passer, Marjorie, ou je ne sais plus qui gère. Donc l'édition 2025 a été assez dynamique. Donc on a enregistré plus de 1100 entités organisatrices, plus de 2200 lieux de festivités, sachant qu'il y en a aussi d'autres qui ne sont pas forcément référencés sur le site, et plus de 10 000 animations qui ont été référencées sur le site et ont eu lieu partout en France. Donc ces chiffres, ils témoignent d'un enthousiasme et d'une volonté donc des acteurs de proposer des rencontres dans la nature. Donc pour la 20e édition de la Fête de la Nature, donc on va fêter ça du 20 au 25 mai 2026. Et donc le calendrier de cette année donc, est un peu retardé car on est en train de remettre au goût du jour, enfin créer un nouveau site internet pour accueillir donc vos événements. Donc à partir de février, vous pourrez créer votre page acteur, votre compte, votre page acteur et déposer votre événement sur le site de la Fête de la Nature, donc fêtedelanature.com. Voilà, c'est un peu comme la journée des zones humides, je pense, un formulaire tout simple à répondre. À partir du 1er avril, donc la programmation sera visible pour le public et pour la presse à la recherche d'exemples. On a aussi un dispositif coup de cœur qui nous permet donc de mettre en avant une sélection d'événements voilà, que l'on choisit pour leur caractère un peu original, créatif ou inédit. Donc ce dispositif prendra fin le 10 avril pour que ça nous permette d'organiser une communication un peu particulière sur ces événements-là. Et donc, comme je l'ai dit, voilà, la fête qui se déroulera du 20 au 25 mai. Et en tout cas, à partir de maintenant, vous pouvez d'ores et déjà commencer à penser, préparer votre événement. Donc, par exemple, identifier une idée d'animation, un lieu, un parcours, ou prendre connaissance aussi des modalités. Donc, sur le site de la Fête de la Nature qui sera mis à jour à partir du 9 décembre. Donc, vous pourrez consulter des idées d'animation et aussi des conseils pour organiser vos événements. La Fête de la Nature est régie par une charte qui permet donc d'encadrer et de garantir la qualité des animations qui sont proposées. Et donc le respect des 7 critères de cette charte vous permet d'obtenir le label Fête de la Nature. Donc les 7 critères sont les suivants. L'événement doit se dérouler aux mêmes dates que la Fête de la Nature, donc du 20 au 25 mai cette année. Faire progresser la connaissance des participants sur la nature, se dérouler au contact direct de la nature, promouvoir la protection de la biodiversité et une évolution des comportements en sa faveur, être gratuite et ouverte à tous, ça c'est vraiment impératif pour nous, et prendre l'aspect le plus convivial possible, que ce soit ressenti comme vraiment l'élément d'une fête. Et donc ce label donc, vous permet donc d'une part d'intégrer la programmation nationale, d'être visible donc auprès du public sur le site de la Fête de la Nature et de bénéficier aussi d'outils, je l'ai pas mis là, je sais pas pourquoi, mais d'outils de promotion gratuits. Voilà, on peut passer. Donc depuis quelques années, donc à la Fête de la Nature, on n'a plus une thématique unique, mais on propose un éventail de thématiques qui sont
du coup des portes d'entrée pour les personnes qui souhaitent organiser des événements, des sources d'inspiration que chacun ou chacune peut investir selon la tonalité qu'il souhaite donner à ses animations. Donc voilà, ça, en tout cas, le respect de ces thématiques ou non n'influence en rien l'attribution du label. Voilà, donc c'est vraiment fait pour encourager le renouvellement des propositions et un peu stimuler votre créativité. Donc cette année, on a deux nouvelles thématiques notamment. Donc proposer 24 heures au cœur de la nature. Donc là, on parle plutôt de propositions plus longues que ce que l'on peut trouver habituellement. Donc vraiment un format 24 heures immersif, continu sur la journée, qui permet d'explorer différents moments de la journée, du matin jusqu'à la nuit. Donc ça peut être par exemple des bivouacs encadrés, voilà, des cycles sur la journée, avec plein d'animations différentes à tout moment de la journée. On a aussi donc une seconde thématique qui sera mise en avant, donc autour des sols, donc révéler la vie insoupçonnée des sols. L'idée ici de mettre en avant ce monde un peu oublié, invisible, que sont les sols, ce qui se trouve sous nos pieds. Donc ça peut être par exemple des observations de la microfaune du sol à la loupe, par exemple. Faire des profils de sol pour comprendre un peu comment sont constituées les différentes couches, des fouilles de litière. Voilà, il y a tout un tas d'animations qu'on peut imaginer derrière. Là, je vous donne des petits exemples comme ça, mais vous en retrouverez bien plein sur le site internet de la fête. Et on a aussi des thématiques que l'on reconduit chaque année, qui marchent assez bien. Donc on a celles sur les sciences participatives. Donc là derrière, ce sont des comptages d'oiseaux, des inventaires, faire découvrir aux citoyens, citoyennes les différents programmes de sciences participatives qui existent. On a une thématique qui mêle l'art et la nature. Donc là, on peut aussi bien faire intervenir une dessinatrice ou un dessinateur pour faire des croquis naturalistes, ou alors des performances artistiques dans la nature, mais qui aussi parlent de la nature. On a une autre thématique donc sur les espaces naturels protégés, donc les mettre en avant. Donc ça peut être des visites d'espaces naturels protégés, de réserves, mais aussi de sites Natura 2000 par exemple. Ouvrez votre jardin, donc ça c'est une thématique plutôt adressée à des particuliers, donc pour faire découvrir leurs pratiques, faire des visites commentées de leur jardin, comment ils favorisent la biodiversité dans leur jardin. Mais après, ça peut être aussi sur des jardins partagés, voilà, ou au sein d'une collectivité. Si vous gérez des jardins, ça peut aussi rentrer dans cette thématique. Montrer la nature la nuit, donc ça fait plutôt appel à tout ce qui a trait à la biodiversité nocturne. Donc voilà, aller écouter les chauves-souris, aller voir les insectes nocturnes, etc. Il y a tout un tas d'animations derrière à voir. Et présenter la biodiversité de votre territoire. Donc ça s'adresse plutôt aux collectivités et autres structures qui sont engagées dans des programmes d'atlas de la biodiversité communale ou de territoires engagés pour la nature ou encore d'aires éducatives. Donc voilà, c'est pour vraiment montrer la biodiversité des territoires. Et on a aussi une autre thématique, donc organiser une causerie champêtre. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup de conférences en fait qui se déroulaient pendant la fête de la nature, mais qui se déroulaient en intérieur, ce qui pose problème en fait pour l'attribution du label. Donc là, on propose plutôt un format de conférence, de discussion en extérieur. Donc voilà.
que l'on a appelé les causeries champêtres. Et voilà. Et donc, la règle principale, de toute façon, c'est d'offrir des temps dehors, au contact de la nature et d'en parler. Donc, organiser donc un événement pour la fête de la nature, c'est offrir donc une première expérience en fait au public. L'idée, c'est vraiment de lui donner envie d'aller plus loin, du coup, d'agir. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples de pourquoi organiser un événement. Donc, d'une part, faire découvrir la biodiversité sur votre territoire, créer des moments de rencontre entre habitants, touristes, familles ou passionnés. Mettre en lumière, ça peut être mettre en lumière un site, un lieu, une démarche ou l'un de vos projets, mais aussi expérimenter et tester, pourquoi pas, de nouveaux formats d'animation. Voilà. Et donc, quel est l'intérêt pour vous de référencer votre événement sur le site de la nature? Donc déjà de contribuer à un événement national, de rentrer dans la dynamique et donc qui est inscrit donc à la stratégie nationale de la biodiversité, d'obtenir le label et donc peut-être un coup de cœur, et d'être mieux identifié par le public puisque du coup, vous êtes sur la plateforme de la fête de la nature, et de bénéficier donc de la visibilité nationale puisqu'on met à disposition des organisateurs d'événements, tout un tas d'outils de promotion donc qui sont gratuits. Vous avez juste à les imprimer, à les adapter aussi. On fait des choses personnalisables. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Je pense que ça peut vous permettre un gain de temps en termes de communication. Et aussi donc créer des liens et de futures collaborations puisque une fois que vous avez créé un compte sur le site de la Fête de la Nature, vous êtes intégré dans un annuaire des acteurs de la Fête de la Nature et qui permet à d'autres acteurs de vous contacter pour co-organiser par exemple ou pour différents sujets. Et voilà, je crois que j'ai Oui. fini ma présentation. Après, pour suivre les actus, bien sûr, je vous invite à vous abonner à notre newsletter et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Parfait, merci beaucoup Tiffany. Donc je vais passer la parole à Marine Texier d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, donc qui va illustrer tes propos. Donc concrètement, voilà comment cette agglomération s'est engagée dans la fête de la nature depuis quelques années maintenant. Voilà, merci Marine. Merci Marjorie. Donc Marine Texier, je suis animatrice Natura 2000 donc pour le site du Val d'Argence à Estérel Côte d'Azur Agglomération. Donc je vais commencer sur une petite présentation très rapide de ma structure. Donc Estérel Côte d'Azur Agglomération, donc c'est une communauté de communes qui regroupe 5 communes dans l'est du Var, à la frontière avec le 06. Donc on a les adrets de l'Estérel, Fréjus, Puget-sur-Argence, Roquemont-sur-Argence et Saint-Raphaël. Donc on a un territoire qui fait à peu près 350 km² et qui regroupe à peu près 120 000 habitants. Et donc je fais partie de la direction de la transition écologique et énergétique au sein de cette agglomération, dans le service biodiversité, où du coup je suis animatrice Natura 2000 avec 2 autres collègues et aussi des agents du conservatoire du littoral qui sont au niveau des étangs de Villepée. Donc au niveau du territoire, on a plusieurs sites Natura 2000 sur lesquels du coup on intervient, et notamment pour la fête de la nature. Donc on a le site de l'Estérel qui a aussi une partie marine, terrestre et marine, donc sur Saint-Raphaël. On a aussi donc le Val d'Argence pour lequel je suis animatrice. Et l'embouchure de l'Argence, où on a aussi les étangs de Villepée avec les terrains du conservatoire du littoral. Et depuis 2 ans maintenant, on a le Rastel d'Aguet qui a été acquis par le conservatoire du littoral et dont mes collègues ont la gestion depuis 2 ans maintenant, qui se situe au sud du site Natura 2000 de l'Estérel.
Donc, concernant l'organisation de la fête de la nature, on l'organise maintenant depuis 2014. Donc, on l'a organisé déjà 10 fois, hormis sur les périodes Covid où du coup ça a dû être annulé. Donc, c'est les événements qu'on propose, qu'on organise à chaque fois, c'est du mercredi au dimanche, généralement surtout le mercredi et le week-end. Euh, et c'est globalement réalisé par les agents de l'agglomération, donc Conservatoire du Littoral, mes collègues qui sont aux étangs de Bilpé et Rastel-Daguet, et mes collègues Natura 2000. Et on fait aussi intervenir donc des prestataires extérieurs. Généralement, c'est des associations locales avec des guides naturalistes principalement. Et donc, on organise plusieurs types d'événements. Principalement, ça va être les balades commentées sur les sites Natura 2000 et du coup les terrains du Conservatoire du Littoral. Depuis quelques années aussi, on a la chance d'avoir les financements pour faire du kayak en fleuve ou en mer. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour le coup. Euh, L'année dernière, enfin du coup cette année en 2025, on a aussi fait une nouvelle animation qui est de la construction de nichoirs à chauves-souris et oiseaux, ou par petits groupes où du coup les participants pouvaient repartir avec les nichoirs où on leur donnait des informations pour qu'ils puissent les installer. Donc ça permet voilà de repartir avec un petit souvenir de cet événement. Et ensuite des ateliers donc de sciences participatives comme expliquait Tiffany et aussi des apprentissages photo pour faire de la photo naturaliste notamment. Donc pour l'agglomération, c'est vrai que c'est quand même très intéressant pour elle, déjà parce que ça permet de montrer auprès du public un engagement de la communauté de communes pour la protection des milieux naturels et protégés, quand même qu'on a beaucoup parce qu'on a voilà on a un territoire quand même qui est très diversifié et pour le coup on a beaucoup d'aires protégées. Ça permet de valoriser le territoire, le patrimoine naturel et de mettre aussi en avant les partenaires locaux, donc comme je disais principalement des associations. Ça permet de sensibiliser le grand public sur la biodiversité. Donc, on a du grand public de tout âge. Ça va des enfants de 3 4 ans aux personnes âgées qui vont avoir voilà, même jusqu'à 80 ans. Même pour faire du canoë, il n'y a aucun souci. Et ça permet aussi, nous, aux différents services de l'agglomération, de pouvoir travailler de concert, notamment avec le service communication et la photographe qui nous fait toute la com par rapport à cet événement. Bon, malgré tout, c'est pas toujours tout simple pour organiser la fête de nature. Après 10 ans d'ancienneté dans cette organisation, c'est vrai que maintenant, on commence à voir un petit peu les difficultés qu'on peut avoir. Donc, la grosse difficulté, nous, qu'on a remarqué, c'était quand même l'organisation qui est quand même assez chronophage. Faut demander les autorisations auprès des communes, auprès des propriétaires, pouvoir communiquer, de pas s'y prendre trop tard. Donc, c'est vrai que ça peut être vite compliqué. Donc, moi, par rapport à ça, maintenant, on commence à s'y prendre beaucoup plus tôt. Voilà, on s'y prend dès le mois de janvier. On n'attend pas le mois d'avril parce que pendant longtemps, on attendait d'avoir notamment la confirmation par notre direction ou d'avoir les confirmations de budget. Donc, c'est vrai que ça nous fait beaucoup retarder vu que c'est autour du mois d'avril. Forcément, on a les conditions météorologiques, même si ça va qu'au mois de mai, en région PACA, on n'a pas trop de difficultés. Mais cette année, voilà, on a eu un petit peu chaud parce qu'il y a eu des inondations la semaine juste avant, donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. Donc, essayer de voir si on peut trouver quand même une activité qui peut être peut-être à moitié à l'intérieur, à moitié à l'extérieur, à voir si du coup ça peut rentrer dans le cadre du label et de la charte de la fête de la nature. Également le manque de participation, où du coup on était obligé d'annuler. C'est vrai que c'est dommage parce que ça nous est arrivé plusieurs fois d'avoir, probablement suite à une mauvaise communication, d'avoir un manque de participants où on avait un couple ou 3 4 personnes, alors que voilà, on essaye d'ouvrir les balades à minimum 10 personnes. Donc c'est compliqué après pour les gens voilà, de leur dire bah finalement on n'a pas assez de monde, désolé, on est obligé d'annuler. Après, voilà, même si on refait chaque année globalement les mêmes balades, c'est vrai que les gens sont pas forcément toujours dispo. La grosse difficulté qu'on a rencontrée aussi cette année, c'était la gestion des réservations, parce que cette année, il y avait les 20 ans du Conservatoire du Littoral, et du coup, on avait décidé d'axer avec mes collègues sur
sur cette thématique. Et du coup, on avait proposé une quinzaine d'événements avec du coup chaque collègue avait un événement à gérer. Et avant, c'était notre secrétariat qui s'occupait de récupérer toutes les réservations, sauf que forcément, quand on a 15 animations différentes, enfin voilà, elle pouvait plus gérer le reste. Et donc, on a fait un choix de faire de la billetterie en fait avec un With Event où du coup les gens avaient une billetterie, ils pouvaient rentrer le formulaire dedans et c'est vrai que c'était plus facile à gérer comme réservation. Après, voilà, la gestion des réservations par téléphone est toujours plus simple, mais il faut avoir un temps assez conséquent à accorder pendant 2 semaines avant, 2 semaines voire un mois avant de faire la fête de la nature. Après, nous aussi, il y a aussi la diversification dans les événements. Après 10 ans d'organisation, forcément, le public, il commence à être un petit peu habitué à ce qu'on leur propose directement, telle et telle balade à tel endroit. Donc, c'est vrai qu'on essaie de trouver d'autres choses. Donc, voilà, cette année, on avait proposé les nichoirs qui ont très bien fonctionné. Mais voilà, faut quand même se réinventer au fur et à mesure des années. Même si les balades plaisent toujours, voilà, faut réussir à trouver d'autres choses. Et puis cette année avec la fête des mères, c'est tombé sur le dimanche du coup de la fête de la nature et on a eu beaucoup de personnes qui se sont désistées en disant mais je peux pas en fait j'ai un repas de famille et donc voilà il y a des événements qu'on a dû annuler à cause de malheureusement ça tombait mal cette année l'année prochaine c'est bon ça tombera pas en même temps mais quand il y a d'autres événements à côté il faut toujours un petit peu anticiper que soit il faut faire une communication qui est plus poussée soit anticiper et faire peut-être moins d'événements différents, sachant que peut y avoir d'autres événements proposés. Et aussi, donc en termes de conseils, donc après pour la gestion des réservations, je pense que c'est propre à chacun, mais c'est important de rappeler les participants dans la semaine ou au minimum la veille pour pouvoir reconfirmer leur présence. Et éventuellement, s'il y a des gens en liste d'attente, donc c'était le cas pour les activités pour le canoë, donc c'était toujours en liste d'attente, de pouvoir rappeler des personnes s'ils annulaient au dernier moment. Voilà, je pense que j'ai fini mon retour d'expérience sur le sujet. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Merci beaucoup Marine et merci à tous nos intervenants voilà, pour ces présentations très intéressantes qui, je suppose, ont dû susciter pas mal de questions. Donc ben, je vais passer le relais à Samantha qui va animer ce petit temps de questions-réponses. Et bonne nouvelle, nous sommes dans les temps. Il nous reste une bonne dizaine de minutes voilà, pour répondre à vos questions. Alors, oui, il y a eu pas mal de questions. Bon, on va revenir au niveau de la Journée mondiale des zones humides. Donc, Denis, ça va être pour vous. Nous avons une première question qui demandait est-ce que les entreprises ou les associations professionnelles peuvent proposer un événement dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides? Alors oui, complètement. Comme je le disais dans la présentation, l'idée de l'organisation de la Journée mondiale des ennemis d'enfance, c'est tout le monde. Donc c'est impliquer tout le monde et ça peut être organisé par tout le monde. Donc les, les entreprises sont les bienvenues. C'est un de nos axes de développement futur en fait. Parce que c'est encore un public qu'on a encore un peu de mal à toucher. Hmm. Et donc, je serais ravi, moi, de voir apparaître dans la programmation de la prochaine journée mondiale ou dans les prochaines journées mondiales, de voir qu'il y a des entreprises qui se mobilisent et qui mobilisent alors soit leurs salariés, soit qui organisent quelque chose pour valoriser les zones humides. C'est pas du tout interdit, au contraire. Très bien, eh ben merci. Donc on a répondu à monsieur ou madame Sofu Létofu. Donc allez-y, prévoyez un événement dans le cadre de votre entreprise ou de l'association professionnelle. Alors il y a madame Carrie qui demandait si on pouvait revenir un petit peu, alors rapidement parce qu'il ne nous reste pas énormément de temps, mais sur la définition de zone humide. Et elle demandait les zones humides reconstituées. Est-ce que ça concerne aussi les zones humides reconstituées et végétalisées, les espaces verts, les ripisylves ou les jardins publics réaménagés qui pourraient être valorisés, par exemple, dans cet événement? Alors,
Oui, alors la question, c'était zone humide dans le cadre de la Convention de Ramsar. Donc il faut savoir Oui. effectivement que zone humide réglementairement en France, c'est pas la même chose que zone humide dans le cadre de la Convention de Ramsar. Réglementairement, il y a des critères de sol et de végétation qui sont clairement définis dans un cadre réglementaire. Ça, c'est une chose. Toutes ces zones humides-là font partie des zones humides dans le cadre de la Convention de Ramsar. La Convention de Ramsar a une approche plus milieu, donc moins réglementaire. Et donc, en fait, à partir du moment où il y a coexistence, enfin, il y a présence d'eau dans un espace, dans le cadre de la Convention de Ramsar, en fait, ça rentre dans le cadre. Donc c'est une définition beaucoup plus permissive. Et il y a notamment dans la classification officielle, dans le cadre de la convention, il y a une catégorie sur les zones humides artificielles. Hmm. Donc voilà, enfin, voilà, ça peut rentrer en ligne de compte. Et même si c'est un événement qui découle de la Convention de Ramsar, bien entendu, c'est la journée mondiale des zones humides, pas des zones humides Ramsar. Donc tout ce qui est zone humide peut rentrer dans le périmètre de l'opération. Bon, bah merci. Oui, donc c'est un petit peu plus large que simplement ce qu'il y a dans la Convention et c'est normal. Vous avez parlé tout à l'heure de la fresque des zones humides et du coup, Monsieur Cuissard nous demande, est-ce que cette fresque, elle est utilisable sans formation préalable ou pas? Et est-ce que ces outils, notamment cette fresque, peuvent être disponibles en ligne sur votre site, peut-être? Oui, alors ce sera le cas dans les jours, semaines à venir. La fresque des zones humides, je vous passe le détail sur le développement de cet outil-là, mais son origine et le fait qu'il y a pas mal de structures impliquées dedans font que ça a été conçu dès le départ, en fait, comme étant un outil. Enfin, ça a été conçu pour être utilisé en autonomie. C'est-à-dire, D'accord. il y a un jeu de cartes pour. Je ne sais pas si tout le monde connaît les fresques du climat, de la biodiversité et autres. Là dans les participants, mais donc il y a un jeu de cartes et il y a un guide pour utiliser le jeu de cartes et les deux seront mis à disposition dans un espace dédié sur le site zone-humide.org. C'est juste là pour l'instant, la page existe, on doit pouvoir la trouver en cherchant sur Google, mais le jeu de cartes n'y est pas encore parce que, comme je le disais, on a eu des ajustements à faire dessus et donc la nouvelle version n'est pas encore en ligne, mais ça va arriver très très vite. Et ce sera rappelé dans tous les messages et dans toute la boîte à outils de l'organisateur d'une animation Journée mondiale des zones humides. Il y aura un renvoi vers cette page-là pour récupérer justement le jeu de cartes, le guide de l'animateur. Tout ce qu'on demande, c'est les personnes qui s'empareraient justement de ce jeu de cartes et qui feraient un atelier sur le fresque des zones humides. On leur demande de nous faire un retour en fait pour savoir un petit peu sur quel type de public Mm. a été sensibilisé par ce biais-là, par quel type d'acteur et éventuellement repérer des choses qui ne fonctionneraient pas encore très bien et qu'on aurait pu rater. Oui, que Mais donc ça vous enfin voilà, permettrait ça a d'avoir... déjà été utilisé en autonomie D'accord. et sans difficulté majeure. Donc a priori, enfin voilà, a priori ça peut tourner. Ça peut tourner sans formation sur l'outil en particulier. Ok. Et il faut Mm. savoir que en cas de difficulté, tous les pôles relais zone humide savent comment fonctionne la fresque et peuvent répondre aux questions suivant la localisation géographique de l'utilisateur. Donc là, pour PACA, ce sera le pôle relais Lagune. Ok, très bien. Merci beaucoup. Oui, c'est pour que vous puissiez avoir aussi une évaluation de l'utilisation de cet outil, quoi. Donc, Oui, c'est- c'est ça. C'est Mm. pour avoir une idée de comment ça vit et pouvoir éventuellement proposer Mm. une version Très bien. améliorée si on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas bien, quoi. Il y avait une question qui était posée à Madame Doré, mais j'ai vu qu'elle avait répondu dans le chat. Est-ce que Madame Doré, vous voulez apporter un complément à votre réponse concernant est-ce que vous avez des subventions publiques pour organiser ces événements par Alors, chez en fait, oui, enfin, juste une précision. Enfin, ce sont juste des demandes de subvention de fonctionnement, donc on le met dans le fonctionnement tout simple parce qu'on n'a pas beaucoup non plus de dépenses à faire. Et on a vraiment fait les choses avec beaucoup de simplicité depuis le départ.
Et voilà, on travaille uniquement là-dessus. Ce qu'on souhaite, c'est que vraiment il y ait des acteurs, enfin je veux dire des écoles nous suivent et sur Rognac, et c'est le cas. Mm. Ça va être le cas pour la fête de la nature encore pour la deuxième fois. Et en février, on a un petit peu de mal quand même, mais on a souvent des stagiaires. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on passe maintenant à l'événement Fête de la nature. Euh, on vous demandait de préciser peut-être qu'est-ce que c'est qu'un coup de cœur dans le cadre de la Fête de la nature, Tiffany, s'il vous plaît. Oui, alors un coup de cœur, du coup, en fait, chaque année, la fête de la nature distingue ou met en lumière une sélection d'événements pour leur caractère originaux, pour des approches créatives, inédites, ou alors pour un côté immersif, peut-être unique. Enfin voilà, mais toutes les formes d'activité sont éligibles. Euh, Juste, voilà, on sélectionne dans la programmation quelques projets qui nous laissent bouche bée, on va dire, pour les mettre en avant pendant la fête. Très bien, merci. Alors, il y avait une autre question justement, c'est sur la thématique. Est-ce on peut inclure une animation autour de la réduction des déchets et notamment, pourquoi pas, autour du compostage des déchets verts et peut-être une activité qui s'apparenterait à du ramassage de déchets en milieu naturel? Ok. Alors nous, tout ce qui a trait donc au développement durable, à la gestion des déchets, etc. Ça va pas forcément rentrer dans la fête de la nature. Pour nous, c'est plutôt un autre sujet. Par contre, là, du coup, vous avez parlé de compost, et donc je Oui. me dis, par exemple, dans la thématique des sols, ça peut être intéressant peut-être d'aller explorer, je sais pas, les petites bêtes qu'on trouve dans son compost, ou même pour la thématique des jardins. Enfin voilà, il y a peut-être faut chercher une autre manière de voir ça, peut-être. Très bien. Oui, donc peut-être pas les déchets à proprement parler comme... Non, voilà, il faut que le euh, sujet, ça reste la nature, en fait. d'accord. Et il y avait une question pour Madame Texier. Est-ce que vous pouviez préciser qui était responsable de la construction des nichoirs dans l'événement que vous avez pu organiser sur la construction des nichoirs? Alors pour les nichoirs, en fait, ils ont été amenés en pièces détachées. C'était les participants du coup qui construisaient les nichoirs et l'organisateur, du coup, c'était deux agents du Conservatoire du Littoral qui organisaient aux étangs de Villepé. Donc sur le site, il y avait une maison, ce qu'ils appellent la maison des étangs, où pour le coup, il y avait vraiment un lieu où du coup on faisait ça à l'extérieur et ils ont construit. Et en fait, chaque participant avait un modèle de nichoir. Ils ne savaient pas de quel modèle il s'agissait, si c'était pour oiseaux, quel type d'oiseau, pour chauve-souris. Et ils l'ont appris en fait qu'à la fin, ils avaient juste le modèle sous les yeux. Alors bien sûr, bon, il y avait de tout âge. Il y avait toujours des parents avec des enfants, parce qu'il y a quand même de la manipulation avec le marteau et les clous. Donc voilà, mais il y avait toujours des adultes en tout cas pour la construction des nichoirs. Eh bien, merci beaucoup. Alors, Marjorie, je crois qu'on a à peu près fait le tour. En tout cas, il n'y a plus qu'à organiser plein d'événements, que ce soit dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides ou dans la journée mondiale, enfin, de la fête de la nature, à deux périodes différentes. Allons-y. Très bien. Merci, merci Samantha, et merci à tous nos intervenants. Merci pour votre participation. Et si toutefois il vous reste des questions, donc n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire. Et donc vous aurez bien sûr donc disponible sur notre site prochainement, donc dans les jours à venir, donc le replay du webinaire et ce support de présentation. Voilà, donc merci à tous et très bon Merci. après-midi. À bientôt. À Merci bientôt. Merci beaucoup, bonne beaucoup. journée à Merci, tous. Au au revoir. revoir.